Avant de commencer, je me présente, je suis Tania Martha Thomas, chargée de recherche à l'Observatoire Climate Change. Je serai la modératrice de STIMAG. Et pour ceux qui ne connaissent pas Climate Change est une association internationale créée en 2015 qui cherche à fédérer l'ensemble des acteurs non étatiques reconnus par la CNUC, donc les collectivités territoriales, les entreprises, tous les acteurs de la société civile. Nos trois missions principales sont de fédérer, à travers des événements internationaux comme les sommets Afrique ou Europe ou des IMAG, tous ces acteurs, de analyser par les publications de l'Observatoire et de diffuser les bonnes pratiques et des informations sur l'action climat grâce à notre portail d'action en ligne qui est sur notre site où vous pouvez notamment trouver un agenda, une bibliothèque et une cartographie de l'action. Au croisement de ces trois missions et pour poursuivre le travail multi-acteurs en dehors des sommets que nous organisons, nous proposons donc bimensuellement d'avril à septembre cette année un espace d'échange sur l'action climat dédié au continent africain. Et cette édition est en partenariat avec AFRIV, média de référence sur le développement durable en Afrique. Chaque IMAG donne ensuite lieu à la publication d'un magazine disponible en format PDF et consultable sur notre site web. Pour plus d'informations sur le programme ou le concept, nous invitons à consulter le lien dans le chat. Donc, pour cette édition, la problématique, c'est autour de l'Afrique qui se trouve à un carrefour énergétique crucial, confronté à des défis majeurs tels que l'accès universel à l'énergie, la sécurité énergétique et les impacts du changement climatique. Excusez-moi. En dépit de l'accès limité à l'énergie que connaissent actuellement de nombreux pays africains, il est possible et impératif de viser un accès universel à des services énergétiques abordables, fiables, durables et modernes d'ici 2030, conformément à l'objectif développement durable numéro 7 des Nations Unies. Donc, concrètement, quel rôle peuvent jouer les acteurs non étatiques face aux défis climatiques et de développement des énergies renouvelables? C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Au sommaire, dans un premier temps, on aura Mélène Asseva-Sessama et Victor Béranger qui présenteront la note d'analyse de l'Observatoire sur les financements des énergies renouvelables. Ensuite, on aura une revue de presse par Habib Tizi, qui est journaliste chez Afrive. Et ensuite, on aura la discussion en panel avec nos intervenants de la journée. Et les dernières 15 minutes de l'IMAC seront dédiées aux questions-réponses et prises de parole publiques. D'ici là, n'hésitez pas à écrire dans le chat toutes questions que vous avez, mais n'hésitez pas non plus à vous présenter et dites qui vous êtes. N'oubliez pas de vous renommer, encore une fois, avec votre organisation et votre nom. Donc encore, merci à toutes et à tous pour votre présence et d'avance un grand merci aux intervenants et à l'interprète. Je donne sans plus tarder la parole à Mélène et Victor pour une présentation de la note. Merci Tania. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce TIMAG. Je suis Mélène Assewassa Sama, chargée de projet Action Climat chez Climate Change. Et comme Tania l'a si bien dit, la problématique du financement des énergies renouvelables est une question centrale dans le monde entier, mais d'autant plus dans le contexte africain, qui a été marqué par ces derniers mois par une actualité brûlante où il y a eu une pénurie énergétique, il y a eu des coupures d'électricité dans diverses parties de l'Afrique, notamment en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, où des pays comme le Gabon, le Togo, le Mali, pour ne citer que ceux-là, ont été confrontés à des coupures d'électricité qui ont affecté à la fois le quotidien des populations, mais aussi les activités économiques. Et quand on regarde cela et on fait le parallèle avec le potentiel de production du continent africain, on se dit qu'il y a quelque part un problème dans le sens où l'Afrique possède 40% du potentiel mondial de production d'énergie renouvelable. Mais entre le potentiel et puis la réalité, il y a un énorme fossé. Et on se rend compte à ce niveau que l'un des facteurs indispensables pour que ce potentiel-là passe d'une idée abstraite à la réalité, c'est la question du financement.
Et c'est là où le bas blesse parce que durant la dernière décennie, l'Afrique n'a capté que 2% des investissements mondiaux dans le domaine de l'énergie. Et quand on prend connaissance de cette information, on comprend pourquoi jusqu'à présent, il y a encore 600 millions de personnes sur le continent africain qui n'ont pas accès à l'électricité. Et face à cette situation-là, il y a des engagements qui sont pris de plus en plus par les pays africains, notamment lors des derniers rendez-vous à la COP et aussi surtout au sommet de Nairobi en 2023, où l'objectif a été fixé d'atteindre au moins 300 gigawatts de capacité de production des ENR en Afrique d'ici 2030. Le souci, c'est que pour atteindre ces objectifs-là, il faut un investissement qui est estimé à 600 milliards de dollars. Et donc, euh, encore une fois, l'enseignement qu'on peut tirer à ce niveau, c'est que le facteur central ici pour accélérer finalement cette transition énergétique du continent-là, c'est le facteur financement. Et actuellement, c'est la principale problématique autour de laquelle les réflexions convergent. Mais en attendant, au-delà de ces objectifs, au-delà de ce qui relève du potentiel, il y a ce qui est fait dans la pratique. Il y a des acteurs étatiques ou pas, qui mènent des initiatives pour réduire petit à petit ce déficit énergétique-là. Et les intervenants d'aujourd'hui, notamment les différents panélistes et Victor, à qui je laisserai la parole, reviendront sur ce qui est fait dans la pratique pour mettre en avant à la fois les succès, mais aussi les échecs, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur mission de déploiement de ces énergies renouvelables pour réduire le déficit énergétique du continent africain. Donc, dans ce sens-là, je laisse la parole à Victor. Bonjour, je vais partager ma présentation déjà. Du coup, Victor Béranger, moi donc je suis analyste pour un bureau d'études qui s'appelle Enerdata, donc qui est spécialisé sur les politiques énergétiques et climatiques. Et l'idée de ma présentation, c'est de vous donner quelques éléments d'analyse pour justement resituer cet objectif de 300 gigawatts de capacité renouvelable d'ici 2030 par rapport à la situation actuelle et puis aux défis qu'il faudra relever pour atteindre cette cible. Euh, peut-être le premier point, c'est de partir du coup du constat de la capacité installée actuelle. Euh, du coup, les capacités totales en Afrique, elles ont été multipliées en gros par deux entre 2010 et 2022. En 2022, du coup, on a encore un mix de capacités qui est dominé par les énergies fossiles qui représentent à peu près 75% du total. Et les énergies renouvelables comptent pour environ 25% des capacités totales. Donc sur ce quart qui est d'énergie renouvelable, en fait, c'est majoritairement des capacités hydroélectriques à environ aux deux tiers du total. Et le reste, c'est principalement du solaire et de l'éolien. Ces capacités solaires et éoliennes ont été multipliées par 10 depuis 2010. Euh, Donc maintenant, on va voir comment pourrait évoluer cette capacité renouvelable d'ici à 2030. Donc si on part de la situation en 2022, on a 62 gigawatts de capacité renouvelable au total en Afrique. Et donc du coup, pour atteindre l'objectif fixé à Nairobi, il faudrait atteindre du coup 300 gigawatts. Cet objectif de 300 gigawatts, je le propose de le confronter à trois scénarios qui sont du coup développés par Enerdata dans notre produit Enerfuture. On a le scénario Enerbase, qui est un scénario tendanciel de business as usual où on poursuit les tendances actuelles. Il y a le scénario Enerblue qui postule que les pays vont réaliser les objectifs qui se sont fixés au niveau de leur contribution déterminée au niveau national dans le cadre de l'accord de Paris et des politiques nationales qui sont mises en place.
Et on a un scénario Energreen qui est cohérent avec une limitation du réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Et du coup, là, ce qui est intéressant de voir, c'est que bah, l'effort est assez important et que finalement, les engagements qui ont été pris à Nairobi sont assez ambitieux et vont demander en fait aux pays africains de mettre en place des mesures plus ambitieuses. Euh, Parmi les limites, euh, qu'on peut relever, c'est que les ajouts qui seront nécessaires entre 2023 et 2030 pour atteindre les objectifs de Nairobi sont très supérieurs aux ajouts moyens sur la décennie précédente, où pour atteindre l'objectif de Nairobi, l'Afrique au total devra rajouter environ 30 gigawatts de capacité par an jusqu'en 2030, tandis que les ajouts moyens ont atteint que 2,7 gigawatts sur la période 2010-2022. La deuxième difficulté pour atteindre les objectifs de Nairobi, c'est aussi une question de maturité des projets, où on a un service qui recense l'ensemble des centrales existantes et en développement en Afrique qui sont connectées au réseau. Et on voit dans ces données que il y a une faible part des projets qui ont atteint le stade de la construction ou qui sont planifiés, c'est-à-dire avec des permis de construction qui ont été validés par les sociétés de transmission, tandis que la part des projets qui ne dépassent pas le stade d'annonce reste majoritaire. La dernière chose que je voulais montrer, c'est la question des coûts actualisés de l'énergie. Donc, c'est l'idée de prendre en compte pour différents types de centrales euh, tous les coûts et de les rapporter à la quantité d'énergie produite. Et donc, du coup, on obtient un coût par mégawattheure. Et dès 2022, on se rend compte sur ces données que finalement, bah, le solaire et l'éolien commence à être compétitif par rapport aux solutions thermiques ou fossiles comme le gaz et, euh, et le charbon. Et on voit que d'ici 2030 et 2050, ces tendances vont s'accélérer et on voit que c'est possible finalement de concilier décarbonation des systèmes électriques et renforcement de l'accès à l'énergie. Voilà, c'est fini pour moi. L'idée, c'est qu'on va du coup rédiger une note sur cette thématique avec Mélène qui va explorer aussi les trajectoires des pays individuels. Merci. Merci Victor et merci Mélène aussi pour cette présentation qui nous permettent de poser le cadre avant de rentrer dans notre discussion. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on est censé avoir une revue de presse. Est-ce que Habib Tizi de Afrive, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez pu vous connecter? Parce que j'arrive pas à voir tous les participants. Alors, je crois que non. On va revenir plus tard dans cet après-midi à la revue de presse euh, où Habib, s'il arrive à se connecter, va nous présenter des articles de presse qui parlent des actualités autour du déploiement des énergies renouvelables en Afrique. Donc, sans plus tarder, on rentre dans la partie panel de notre IMAG. Et on va avoir quatre intervenants aujourd'hui. Le premier va être Florent Galva, qui est coordinateur du projet de soutien à la Convention des maires en Afrique subsaharienne chez Expertise France. Ensuite, nous continuerons avec Gérard Nchuabia, qui est président de l'Association camerounaise pour les énergies renouvelables. Euh,
Et le troisième intervenant pour la journée sera Djadji Touré, directeur du développement en Afrique chez Avento Conseil. Et on va finir la table ronde avec Camille André Bataille, qui est cofondatrice, je m'excuse, et directrice générale de Anka. Donc, pour commencer, je vais donner la parole à Florent. Euh, Florent, vous êtes coordinateur du projet de soutien à la comme ça, chez Expertise France. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Expertise France a accompagné les collectivités partenaires dans l'identification d'opportunités de financement pour les NR et dans la structuration de projets à présenter aux bailleurs. Pourriez-vous nous expliquer comment cet accompagnement et la planification sont effectués? Merci beaucoup, Tania. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien et Oui, est-ce que très vous bien. voyez mon écran également? Oui, Voilà. Donc, bonjour, bonjour et merci, Tania. Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques-uns des résultats qu'on a obtenus au travers de ce projet de soutien à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Quand on parle de Convention des maires, il s'agit de la Convention des maires pour l'énergie et le climat. Et donc, cette convention, en fait, c'est un réseau de plus de 12 000 collectivités qui joignent leurs forces et qui se sont mis en réseau pour se mobiliser sur les questions de lutte contre le changement climatique et d'accès à l'énergie durable. Cette initiative, elle est poussée en Afrique par l'Union européenne qui, depuis 2015, a soutenu différents projets d'appui à la Convention des maires et d'appui aux collectivités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 300 collectivités signataires, 9 des 15 plus grandes villes africaines en font partie, avec cette idée euh, d'échanger les bonnes pratiques, d'échanger les expériences, de faire du plaidoyer également pour les collectivités africaines et pour le rôle qu'elles peuvent jouer sur ces enjeux et puis de travailler ensemble avec les collectivités sur l'accès au financement des projets qu'elles portent, à la fois d'adaptation et de résilience au changement climatique, mais aussi d'accès à l'énergie durable et de transition énergétique. Alors, quel rôle est-ce qu'elles peuvent jouer, ces collectivités? C'est vrai que les grands projets d'énergie sont souvent portés au niveau national. On voit assez bien quel peut être le rôle du secteur privé également la transition énergétique. Mais les collectivités ont aussi une place à prendre. Et donc, on a travaillé avec elles sur trois axes à l'intérieur de ce projet. Un premier axe qui était sur la planification de l'action. Donc, tout d'abord, collecter un certain nombre de données sur les territoires et comprendre quels sont les enjeux sur le territoire. C'est ce qu'on voit là sur l'image de gauche. On a une image du potentiel photovoltaïque au Togo. Donc, l'idée était de construire avec les collectivités des bases de données scientifiques qui permettent aussi d'avoir une idée claire des options qu'elles avaient en matière d'énergie. Ensuite, il y a tout un volet participatif et un volet d'accompagnement à la structuration de projet. Donc, à la fois de réunir les acteurs pour discuter ensemble des priorités du territoire et des besoins du territoire, et puis d'identifier les acteurs qui sont des porteurs de projets potentiels et potentiellement intéressants, de leur proposer un appui juridique et administratif, de leur proposer aussi d'accéder à tout un tas de solutions de financement qui sont accessibles aux acteurs publics et pas forcément aux ONG ou aux acteurs privés. Et enfin, les collectivités avec lesquelles on a travaillé souhaitaient aussi se mettre dans une position d'exemplarité et donc impulser la transformation au niveau de leur territoire à la fois sur leur patrimoine, leurs bâtiments publics, leur flotte de véhicules. Et donc, on a un certain nombre de projets, l'image que vous avez à droite, hein, c'est la pose de panneaux photovoltaïques sur la mairie de Sokodé, Tchaoudjo 1 au Togo, donc, qui était un projet de, 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 de petite échelle, mais qui était un projet qui permet aussi d'inscrire la commune
dans ce rôle d'exemplarité. Et puis enfin, un rôle de sensibilisation et de diffusion d'un certain nombre de messages auprès des populations. Le projet que je voudrais mettre en avant aujourd'hui est un projet qui se passe cette fois-ci au Kenya, dans le county de Kisumu, qui se trouve donc à l'ouest du Kenya, au bord du lac Victoria. Le county de Kisumu, donc c'est à peu près l'équivalent d'une région. Il y a 40 counties au Kenya et le county de Kisumu euh, représente un peu plus d'1 million de personnes. Euh, et donc, Kisumu a souhaité tout d'abord élaborer un plan climat. Donc, je parlais, collecter la donnée, comprendre quels sont les enjeux sur son territoire. Et on a pu ensemble travailler sur l'élaboration du Kisumu Integrated Climate Change Action Plan, qui regroupe à la fois ces éléments scientifiques et puis un certain nombre de projets issus de la concertation avec la population, euh, une quarantaine de projets sur lesquels s'engagent et qui bénéficient d'un soutien politique de la part de la collectivité du county de Kisumu. Donc, ce plan climat, il montrait que 77% de la population à Kisumu dépend de la biomasse et que seulement 0,05% d'entre eux utilisent le biogaz. Euh, il a aussi permis d'obtenir des données sur les quantités de déchets produites, la qualité des déchets, à la fois en termes de déchets solides et d'eau usée, et puis d'identifier un certain nombre d'acteurs. J'ai mis ici le logo de Flexi Biogaz, qui était une entreprise locale kenyane qui propose des solutions liées au biogaz. Alors ici, on va plutôt parler d'accès à la cuisson propre que d'accès à l'électricité, mais c'est un enjeu aussi très fort qui est ressorti sur le territoire de Kisumu. Voilà, ça nous a aussi permis, et vous voyez le petit tableau qui est en haut à droite de cette slide, qui présente le coût mensuel alloué à l'achat de biomasse, de bois, pour la cuisson dans les hôpitaux et dans les écoles, donc dans les bâtiments qui sont gérés par la collectivité. Ce qui donnait aussi pour nous une image claire des enjeux. Et ça, c'était très important. Et dans la démarche qui est celle de la Convention des maires, qui est d'accompagner les collectivités vers les partenaires financiers, c'est très important d'identifier enfin, d'avoir des données précises pour pouvoir parler le langage des bailleurs et échanger avec les bailleurs sur des bases solides et scientifiques. Voilà, et parallèlement à ça, grâce au financement de l'Union européenne et de la Convention des maires, 3 unités de biogaz ont pu être construites alors dans des écoles et dans des centres communautaires et également aux abords d'une laiterie euh, et ont permis de démontrer la pertinence des solutions qui étaient proposées, de montrer leur viabilité économique, même si ça a été testé pendant 1 an et demi avant que le projet puisse passer à l'échelle. Mais c'était une première étape intéressante et nécessaire aussi pour gagner la confiance des partenaires financiers. Ensuite est venue cette discussion avec plusieurs partenaires. On a travaillé avec le Fonds mondial des villes, donc, une ONG également, qui est spécialisée dans l'accès au financement des collectivités territoriales et des villes. Et donc, une part de leur travail a été de cartographier les opportunités de financement. Ici, vous avez un petit tableau qui présente toutes les opportunités de financement qui existent pour les collectivités kenyanes et qui les classe en fonction de l'opportunité, de la capacité, de la facilité pour la commune d'accéder à des financements, mais aussi du type de support. Est-ce qu'on est plutôt sur des études amont qui sont soutenues et qui sont relativement peu chères, ou est-ce qu'on est sur des travaux d'infrastructure qui peuvent être beaucoup plus importants euh, et voilà, qui sont forcément plus difficiles à monter. Il y a eu aussi un travail donc, la cartographie, c'était comprendre quelles sont les opportunités, identifier lesquelles sont pertinentes et lesquelles sont réalistes. Et ensuite, on a accompagné, toujours avec le FMDV, la structuration des projets. Et donc là, plutôt
comprendre quelles sont les attentes des partenaires qui ont été ciblés, monter des dossiers relativement complexes qui s'appuient d'ailleurs sur les données qui avaient été collectées en amont et qui permettent de déposer dans le cadre d'appel à projet ou dans le cadre voilà, essentiellement d'appel à projet, des dossiers auprès de ces partenaires financiers. Et aujourd'hui, donc, on a un projet qui a été monté, qui a été sélectionné par la BEI, donc la Banque européenne d'investissement, euh, pour potentiellement obtenir à terme un prêt de 11 millions d'euros ou un financement de 11 millions d'euros à travers les mécanismes de la BEI et un financement en subvention pour un montant de 300 000 euros qui permet actuellement, alors je crois que c'est la GIZ qui est en train de le faire, mais financé à travers le Gap Fund par la BEI. C'est un peu complexe, je suis désolé, mais c'est intéressant de bien comprendre ces différents éléments parce que c'est nécessaire pour pouvoir aller chercher ce type de financement. Et donc voilà, donc il y a ce financement qui est en cours et il y a cette étude qui doit permettre de dimensionner un projet euh, qui doit toucher 620 000 personnes, qui doit permettre à 160 000 d'entre elles d'accéder à de la cuisson propre, euh, non, à 16 000 d'entre elles, pardon, et tout ça en s'inscrivant dans une dynamique sur le territoire. Voilà donc une illustration de ces projets et de ce qu'est la Convention des maires qui cherche vraiment à partir de diagnostics du territoire, de collecte de données sur le territoire, de démarches participatives qui viennent identifier des projets et ensuite d'un accompagnement qui va vers le financement et la mise en œuvre de ces projets identifiés. Voilà, merci beaucoup Tania. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'était parfait. Merci beaucoup, Florent, pour cette présentation. Donc, on voit quel rôle peuvent jouer les collectivités, mais aussi le processus d'identification d'opportunités, de structuration de projets et comment parler la langue des bailleurs, comme l'avait bien dit. Donc, j'aimerais maintenant donner la parole justement à Gérard Ntuabia, qui est président de l'Association camerounaise pour les énergies renouvelables. De votre point de vue, euh, en tant que président de l'association qui travaille pour justement les énergies renouvelables, quel rôle peuvent jouer les acteurs non étatiques camerounais dans le déploiement des énergies dans le pays? Ok, merci Tania. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Voilà, je suis Monsieur Gérard Touabia, président de l'Association africaine pour les énergies renouvelables, président de l'Association camerounaise pour les énergies renouvelables et récemment nommé, élu président de l'Association africaine pour les énergies renouvelables, l'écologie et le développement durable, qui couvre 14 pays africains. Bon, je vais intervenir, n'est-ce pas, parce que je suis le président de l'Association camerounaise pour les énergies renouvelables. C'est dans ce cadre que j'interviens. Et je m'excuse déjà parce que je n'ai pas pu préparer les slides et autres. J'ai préparé une intervention qui est passionnante d'ailleurs. Alors, je vais vous rappeler que veut dire acteur non étatique. Nous allons commencer, n'est-ce pas, cette présentation par définir, par évoquer les éléments définitionnels d'un acteur non étatique. Et vous savez pertinemment qu'il n'existe pas de définition officielle et consensuelle du mot acteur non étatique. Les acteurs non étatiques ces acteurs non étatiques sont indépendants de l'État et peuvent prendre la forme d'organisation à but lucratif ou non lucratif pour promouvoir une question ou pour défendre un intérêt général ou particulier. Ceci étant, on peut les regrouper en quatre principaux groupes d'acteurs. Les associations, les ONG qui sont sous toutes leurs formes, les acteurs, le secteur privé, y compris les partenaires économiques. Et le troisième groupe, c'est le secteur de la recherche. Et le dernier groupe, ce sont les collectivités territoriales décentralisées. Voilà. Ça, c'est important. Alors, la notion inclut également les entreprises, les syndicats, les fédérations professionnelles, les organisations non gouvernementales, les organismes scientifiques, les bailleurs et les citoyens. Alors, donner aux acteurs le moyen de réaliser les projets
C'est très important. C'est-à-dire, si plusieurs pays ont conçu des politiques et des cadres pour attirer les financements pour l'adaptation et l'atténuation climatique, beaucoup reste à faire cependant, beaucoup de choses restent à faire. Cependant, l'enjeu est d'autant plus pressant, n'est-ce pas, que le déficit de financement freine la relève des défis climatiques. Voilà, c'est très important. Et l'importance de l'inclusion des autorités locales. Ça veut dire que nous ne pouvons pas concevoir, n'est-ce pas, un financement des énergies renouvelables aux défis climatiques sans toutefois inclure les autorités locales. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs politiques locaux sont un maillon essentiel pour que le développement des énergies renouvelables soit cohérent et ancré localement. En effet, de nombreux plans climat et autres initiatives se développent au niveau local, parfois sans tenir compte des engagements nationaux dont les acteurs locaux n'ont pas connaissance. Des liens peuvent être créés ainsi entre les gouvernements nationaux et l'échelon local pour développer des stratégies, des visions et des plans communs à l'échelle locale. Ceci comme national en matière de climat. Ça veut dire que s'il n'y a pas un lien entre les gouvernements, c'est-à-dire le gouvernement national et les acteurs locaux, c'est très compliqué ça crée un frein également au déficit de financement de ces différents projets climatiques et des gestions graves. Alors, par ailleurs, les collectivités sont, ainsi que les autorités municipales, sont souvent responsables des services qui contribuent à résoudre ces problèmes pressants liés au changement climatique ou qui sont directement touchés par ces problèmes, entre autres le transport, l'urbanisme et la gestion de l'eau. Les autorités locales peuvent contribuer également à évaluer les répercussions et à déterminer les risques pour les infrastructures. Les efforts déployés par celles-ci peuvent garantir que les mesures de lutte contre les changements climatiques prises par le gouvernement national soient transparentes et que les ressources se rendent là où elles le doivent, contribuant ainsi à une plus grande responsabilisation. Nous notons là encore un lien entre le gouvernement national et les collectivités locales, et les autorités locales, qui sont constituées des collectivités territoriales décentralisées. Des obstacles institutionnels nombreux et spécifiques. Ça, ce sont des éléments qui freinent, n'est-ce pas, le financement des ANR, d'avoir l'expérience du Cameroun, hein, bien sûr. Les acteurs non étatiques sont confrontés à de multiples freins institutionnels qui ne leur permettent pas ou peu d'avoir accès aux instances d'élaboration, de décision et au financement nécessaire pour valoriser et pérenniser leur expérience. Alors, une mise d'œuvre déconnectée de la réalité. Alors, ces barrières institutionnelles à l'inclusion des acteurs non étatiques ont des conséquences nombreuses et différentes selon les contextes. Cependant, elles conduisent généralement à une faible intégration des préoccupations des populations bénéficiaires. Ainsi, les politiques et programmes mis en œuvre risquent de ne pas répondre aux besoins de la population. Voilà, donc voilà, c'est ce que j'ai présenté, Tania. Ça veut dire, voilà le cas typique du Cameroun, c'est-à-dire le frein au financement et aux énergies renouvelables. Ce qui est d'ailleurs parlementaire sur les énergies renouvelables, puisqu'il n'y a pas encore une vraie stratégie nationale, une loi réglementaire qui régit les énergies renouvelables. C'est ça qui pose également un frein à ce financement auprès des bailleurs. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Gérard. Donc, on voit l'importance d'un ancrage local des plans et aussi de la cohérence entre des différentes échelles et ensuite les défis donc, passation au bailleur. Donc, notre troisième intervenant du jour à qui on va bientôt passer le parole, c'est Djadji Touré, qui est directeur du développement en Afrique de Avento Conseil, branche de Valorem. Depuis 2011, Avento Conseil développe, finance et installe des centrales de production d'énergie renouvelable en France et en Afrique. Djadji, ça a fait plusieurs années que vous travaillez notamment pour le déploiement des énergies renouvelables dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Quels défis avez-vous rencontrés par rapport à l'accès au financement pour ces projets et
qu'avez-vous mis en place pour y remédier? Pourriez-vous nous présenter quelques exemples? La parole est à vous. Merci Tania. Du coup, je vais vous partager ma présentation. Euh, alors, c'est bon, vous y voyez? Oui, c'est pas encore en mode plein écran, mais on va. Ah, euh, et alors C'est bon? Oui, nickel. Je vais juste mettre mon chrono, parce que je crois que j'ai droit à 8 minutes, c'est ça? Oui, c'est ça. Après, on va Ok. avoir une discussion. Euh, voilà, donc déjà, merci pour l'invitation. Effectivement, donc je me présente, je suis Diaye Touré, directeur du développement Afrique chez Avento. Donc là, pour dire un mot sur Avento, donc on est une boîte familiale d'ingénierie. On est producteur d'électricité renouvelable, c'est-à-dire que nous œuvrons en France et à l'étranger dans le développement des énergies renouvelables. Et nous sommes présents sur toute la chaîne de valeur, ou presque, de la phase développement à la phase exploitation maintenance, en passant par le financement et la construction. Donc là, ici, vous avez trois dates. Donc, c'est Valorem, créé en 1994 par Jean-Yves Grandiguier. Donc, aujourd'hui, Valorem, c'est à peu près 500 personnes. On est basé à Bègle, dans la banlieue de Bordeaux. Et 2011, création d'Avento, donc toujours la même personne, donc qui, après avoir créé Valorem en 2011, il crée euh, Avento pour abriter les actifs qu'il a dans Valorem en tant qu'actionnaire principal. 2016, donc, il donne une nouvelle dimension à la société, donc, qui est capitalisée pour pouvoir euh, œuvrer à compléter l'offre de services Valorem. Donc, Avento Valorem, donc, sont devenus complémentaires, que ce soit en France ou en Afrique. Donc, en France, plutôt sur le marché de toiture PV et en Afrique, sur les projets de centrales au sol, avec le même business model que nous avons en France. Donc, nos territoires d'intervention les voici. Donc, en France, je l'ai dit tout à l'heure, donc surtout nos centrales et nos actifs sont surtout localisés au niveau dans le sud-ouest de la France principalement. Et en Afrique, on est présent dans ces pays ou en tout cas présent où on prospecte les pays que vous voyez sur la carte. Donc, ce qui nous amène au sujet du jour, donc le financement des énergies renouvelables en Afrique ou financement tout court de la transition énergétique en Afrique, qui est un vaste sujet. Euh, donc voilà, donc l'Afrique aujourd'hui, donc les intervenants qui m'ont précédé l'ont déjà rappelé. Aujourd'hui, on estime que 600 millions d'Africains vivent sans électricité aujourd'hui. Cela représente 40% de la population africaine à peu près. Une fois qu'on a dit ça, euh, on voit très bien donc sur la figure de droite, ça c'est une étude de la Banque mondiale. On voit les pays en termes d'accès à l'électricité. On voit qu'à part quatre pays, si on prend l'Afrique dans sa globalité, c'est-à-dire Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, il n'y a que ces quatre pays-là qui ont un accès à l'électricité, donc à 100%. Donc tout le reste des pays, notamment en Afrique subsaharienne, on assiste à une vraie disparité à ce niveau-là. Donc, parce que ça va du Ghana qui a 85% d'accès à l'électricité, par exemple, au Soudan du Sud qui n'a que 5% d'accès à l'électricité en passant par le Burkina qui n'a que 19% par exemple. Et donc, malgré tout ça, donc le paradoxe, c'est qu'on voit que l'Afrique n'attire que 3% des investissements donc dans le secteur de l'énergie et que 2%
dans le secteur des énergies renouvelables. On va y venir, mais il y a des causes qui amènent à cet état de fait, en fait. Et également, donc, la demande d'électricité ne fait qu'augmenter. Donc, selon un rapport de l'AIE, donc, qui est sorti en 2023, d'ici 2030, la demande d'électricité devrait augmenter de 60% en Afrique. Donc, il y a vraiment du travail à faire, il y a du boulot à faire à ce niveau-là. Donc, si on parle des obstacles qui freinent le développement des énergies renouvelables en Afrique, donc, bah, ils sont multiples. Mais on peut en citer quelques-uns. Donc, il y a un cadre réglementaire qui n'est pas du tout adapté. Donc, ça, il faut le dire. Il y a il y a des problèmes de solvabilité des off-takers publics, risques, voilà, donc des risques relatifs à tout ce qui est sécurisation foncière, risque de change, raccordement. Donc, vraiment les causes sont vraiment multiples. Mais si on s'arrête sur le cadre réglementaire, par exemple, donc on voit au niveau du cadre réglementaire, aujourd'hui, ce qu'on peut dire au niveau du cadre réglementaire, c'est que les énergies renouvelables, les développeurs de projets énergies renouvelables ont besoin de visibilité. Donc, parce que c'est des investissements à long terme. Donc, qui dit investissement à long terme, voilà, dit des acteurs qui vraiment ont besoin d'avoir un cadre réglementaire qui puisse prendre en considération toutes ces préoccupations-là. Aujourd'hui, on voit qu'en Afrique, au niveau du cadre réglementaire, on voit qu'il n'y a pas, par exemple, il peut y arriver des pays où il n'y a pas de plan du tout, il y a pas de planification, par exemple, ou des cadres réglementaires qui ne permettent pas du tout l'intégration, par exemple, du renouvelable dans le mix électrique. Et donc, à ce niveau-là, si par exemple, si on fait juste un focus sur un cadre juridique d'un pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire, c'est un pays intéressant parce qu'un pays de l'UEMOA, donc c'est la première économie de l'UEMOA. Donc, si on regarde, ah oui, si on regarde rapidement, ah, pardon, j'ai eu un petit problème, je crois. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon partage ou pas. Si on voit, on est sur la slide qui dit focus sur le cadre juridique des ENR, exemple de la Côte Oui, d'Ivoire. on se Voilà. voit. Oui. Que j'ai perdu ma slide. Excusez-moi 2 secondes. Ah, voilà, on y est. Excusez-moi. Donc là, si on voit, si on regarde par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, donc si avec ce cadre réglementaire-là, on va dire que c'est génial parce qu'on voit que il y a, il y a un cadre au niveau du pays. Donc il y a par exemple des objectifs en termes d'atteinte d'intégration des énergies renouvelables. Mais on va voir que par exemple ces cibles ne sont pas du tout encadrées légalement, par exemple. Donc, il n'y a aucune obligation à atteindre ce- ce- ces objectifs-là. Et aussi, si on regarde en termes de stratégie et d'actions mises en place pour atteindre ces objectifs-là, donc aussi, ben, on voit très bien qu'il y a, à ce niveau-là aussi, il y a pas d'action voilà, il y a aucune action qui est mise en place pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et donc, du coup, là, si on fait un autre focus, si par exemple le risque de l'off-taker, donc tout à l'heure, je parlais du risque d'off-taker. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les énergies renouvelables, il y a pas 36 000 modèles, hein. Donc, il y a à peu près principalement 2 modèles. Donc, le premier modèle, c'est qu'un développeur développe un projet investi et sécurise son investissement
à travers un contrat d'achat d'électricité. Donc, qui dit contrat d'achat d'électricité dit risque d'off-taker. Et aujourd'hui, donc, on voit que dans plusieurs pays en Afrique, les off-takers sont dans une situation, voilà, donc il y a vraiment un risque de garantie de paiement, quoi. Il n'y a pas de garantie de paiement. Donc ce qui fait que pas mal de développeurs veulent avoir des garanties au niveau des États. Et aujourd'hui, ben, les États ne délivrent plus de garanties parce que la Banque mondiale, FMI, les interdisent de délivrer ce type de garantie-là. Et donc, du coup, voilà, donc ce, ce- cette figure-là montre très clairement donc, pas mal de pays qui aujourd'hui sont en déficit. Donc, on peut voir Mozambique, Bénin, donc Côte d'Ivoire qui est à peine à l'équilibre. Et, euh, et c'est très compliqué à ce niveau-là. Donc là, un autre obstacle aussi qu'on peut voir, c'est par exemple ce qu'on appelle le coût du capital. Aujourd'hui, en Afrique, le coût du capital est 2 à 3 fois plus élevé que dans les pays, dans les économies développées, par exemple, ou même si on prend la Chine. Par exemple, si on prend un secteur comme le solaire, donc on est dans des coûts d'actualisation des WACC, donc qui est le coût moins pondéré du capital, qui est entre 9 et 14%, alors que ce n'est que de 4 à 5% dans les pays développés, par exemple. Donc, ça c'est intéressant de le dire parce que le coût le LCE dépend beaucoup fortement des conditions de financement et des durées, par exemple, de financement. Donc, des conditions de financement euh, extrêmement chères, ça renchérit aussi le LCE, donc c'est-à-dire le coût global, le tarif de vente d'électricité. Donc là, mais malgré tout ça, on voit que les projets, on voit que le solaire reste l'énergie la moins chère en Afrique, hein. Donc, si on regarde, par exemple, les projets qui ont été réalisés dans un pays, par exemple, comme le Sénégal, ça vient du rapport annuel d'activité de la Sénélec, hein. Et on voit très clairement que au niveau des coûts variables de production des centrales thermiques de la Sénélec, on est passé de 95 euros du mégawattheure en 2021 à 128 euros du mégawattheure, donc en 2022. Pendant ce temps-là, si on prend les 2 dernières centrales qui ont été réalisées grâce à l'appel d'offres Scaling Solar, donc qui était Banque mondiale et SFI. Donc, on voit que ces centrales-là ont été adjudiquées à des tarifs allant de 38 à 40 euros le mégawattheure, par exemple. Donc là, bon, si on parle des réponses pour accélérer, donc là, voilà, on va parler de nouveau du cadre réglementaire. Il faut donner de la visibilité aux acteurs privés. Voilà, parce qu'encore une fois, les 2 modèles sont ceci. Donc, il faudra, soit les développeurs ont des contrats, des PPA long terme. Ces PPA long terme va leur permettre de lever du financement bancaire pour pouvoir financer ces projets-là. Et là, donc, du coup, qui dit ça dit risk off-taker. Et donc, voilà, il faudra que les États essaient de mettre des choses en place pour pouvoir sécuriser les développeurs pour que les banques puissent les financer. Mais aussi parce que ben, l'autre modèle, justement, c'est le marché. Alors qu'aujourd'hui, en Afrique, il n'y a pas de marché de l'électricité, quoi. Si on prend en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de marché de l'électricité, par exemple. Et, euh, et donc, du coup, le deuxième point, c'est le feed-in tarif. Donc, le feed-in tarif, c'est ce type de mécanisme qui permet de lancer les renouvelables, qui permet d'amorcer les renouvelables dans pas mal de pays. Par exemple, si on prend un pays comme la France, donc, ce qui a lancé les énergies renouvelables en France, c'est les obligations d'achat en 2001, par exemple, qui ont été mis en place en 2001. Donc, jusqu'à une certaine capacité. Donc, il y a le guichet ouvert et puis après, il y a les appels d'offres. Donc, ça donne de la visibilité aux acteurs parce que les États, tous les ans, les États allouent des capacités. Donc, ce qui fait que les développeurs vont pouvoir développer des projets parce que la phase développement, donc, c'est la phase la plus risquée et c'est la phase qui n'est pas financée.
Donc, c'est financé sur fonds propres. Un développeur a besoin d'avoir de la visibilité pour s'assurer que son projet va aller au bout. Et donc, du coup, si on n'a pas de la visibilité long terme, on ne peut pas investir de l'argent pour pouvoir développer des projets de ce type. Donc, le troisième point, c'est aussi voir ce que je disais tout à l'heure, donc assurer l'équilibre financier des opérateurs publics, par exemple. Donc, ça va, on sait très bien qu'aujourd'hui, il est impossible d'avoir des garanties souveraines. Donc, dans pas mal de pays en Afrique. Donc, ça, ce qui veut dire qu'il faudra trouver d'autres mécanismes. Les autres mécanismes, c'est il faudra mettre en place peut-être un véhicule financier international qui apporterait de la garantie. Donc, ça, c'est juste voilà, pour sécuriser le paiement de l'électricité. Donc, ça ne veut pas dire que l'off-taker ne va pas payer, mais une banque ne va surtout pas voilà, financer si elle n'est pas sûre d'avoir, si elle n'est pas sûre justement que le pipier est bancable. Voilà, donc bon, je pense que là, j'ai à peu près débordé sur ma présentation, donc je vais m'en arrêter là. Mais voilà, donc il y a un dernier point qui est assez intéressant quand même, c'est développer le marché des capitaux au niveau local parce que justement, le risque est pricé depuis l'international, alors que si c'était au niveau local, ça aurait pu être plus simple de pricer ce risque-là. Je vous remercie Merci et beaucoup, désolé Djadji, pour d'avoir cette débordé. Merci beaucoup pour cette intervention très très complète. Et pour terminer notre table ronde, j'aimerais donner la parole à Camille André Vattel, qui est cofondatrice et directrice générale de Anka, qui est un groupe composé de sociétés opérationnelles d'exécution et de conseil dans le secteur des énergies renouvelables et de véhicules financiers dédiés. Vous êtes actif dans plusieurs pays en Afrique, tels que Madagascar, la Zambie, l'Éthiopie, la Somalie et la RDC. Comment facilitez-vous l'accès au financement pour le déploiement des ENR dans ces pays? Et pourriez-vous nous parler des exemples un peu plus concrets? Bonjour à tous, merci beaucoup. C'est marrant de passer en dernier parce que du coup j'ai eu l'opportunité de voir les présentations de mes copanélistes qui ont été très intéressantes. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, alors je vais essayer de ne pas me répéter. J'ai quelques slides à présenter juste pour pouvoir remettre en contexte l'activité de notre société Anka. Donc, je vais essayer de passer assez rapidement. J'ai beaucoup d'images et peu de texte, donc on devrait être efficace. Et après, voilà, je voudrais effectivement parler un peu de notre expérience en matière de financement. Et je pense que le plus intéressant viendra après, c'est-à-dire la discussion. J'espère qu'il y aura pas mal de questions. Donc, je vous laisse la main pour les slides. Alors, donc, ça, c'est moi, je suis la fondatrice et CEO d'Anka. Voilà, donc, on peut passer à la slide suivante. Désolée, j'ai pas le contrôle de mes slides. Très rapidement, donc on est une société effectivement donc avec une empreinte africaine assez forte. L'histoire a commencé à Madagascar il y a 8 ans. Et on a une vision qui est un peu particulière, on a un groupe un peu particulier. Comme vous le disiez, on a effectivement des véhicules financiers, mais on reste une société opérationnelle. Donc on fait du développement, de la mise en œuvre et de l'exploitation de projets énergétiques, principalement en énergie solaire. Mais on a intégré une vision holistique et vraiment écosystémique autour de nos métiers. Je vais y venir après, mais voilà, on considère l'énergie euh, comme un moyen de développement et pas juste comme une fin en soi. Donc, on va un peu au-delà des projets, de simples projets d'énergie pour accompagner les bénéficiaires et les usagers dans une utilisation intelligente, efficiente et aussi pour la création de valeur ajoutée. On a développé des concepts et des modèles assez innovants et inédits qui nous ont valu d'être primés à 2 reprises sur la scène internationale. Et d'ailleurs, au-delà de notre travail en tant que secteur privé, en tant qu'entreprise, on est très investi et très impliqué sur la scène internationale dans le cadre d'associations sectorielles et notamment celle de l'ARE, qui est l'Alliance pour alors l'électrification rurale, mais aussi les énergies renouvelables, dont j'assure la vice-présidence et qui regroupe
plus de 250 membres à travers plus de 50 pays sur 3 continents, donc, dont l'Afrique, mais aussi l'Asie et l'Amérique latine. Et voilà, et qui fédère des acteurs, beaucoup du secteur privé, mais aussi des acteurs financiers, pour essayer de faire avancer le secteur au niveau global. On a parlé du périmètre des pays, je ne vais pas y revenir, mais je pense qu'il y a une dimension qui est intéressante et je me permets de le mentionner parce que il n'y a pas souvent beaucoup de femmes dans les tribunes de l'énergie. Et je pense que la dimension genre est un élément important qui fait partie des objectifs de développement durable, mais qui fait aussi partie, je pense, de la vision qu'on devrait avoir pour le continent, de créer des opportunités aussi pour les femmes dans le secteur de l'énergie. Donc, je ne sais pas comment est composée notre audience aujourd'hui. Et je sais que ce n'est pas exactement le sujet du jour, mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment qu'on souligne cette opportunité. On peut passer à la slide suivante. En termes de métier, on a un premier axe, voilà, qui est celui de l'accès à l'énergie, principalement à travers des infrastructures solaires avec des réseaux de distribution. Donc, c'est ce qu'on appelle les mini-réseaux, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Ça fait partie des solutions qui sont préconisées pour augmenter le taux d'accès à l'électricité sur le continent africain. Et l'une des solutions d'ailleurs privilégiées, notamment d'après les rapports internationaux et des observatoires principaux, pour raccorder de manière efficace et fournir des opportunités de développement sur l'ensemble du continent. Donc ça, c'est un exemple de centrale. Ça, c'est une centrale qui fait 400 kilos dans le sud de Madagascar. Et donc sur la slide suivante, on voit, parce que ce n'est pas que des histoires de panneaux solaires, voilà, des infrastructures qui sont de distribution qui viennent en complément des infrastructures de production. Donc ça, c'est un premier métier qui est vraiment un métier à mi-chemin entre le secteur privé et le secteur public, puisque on est en délégation de service public. Donc c'est le cas à Madagascar où on a démarré notre activité, mais c'est globalement le même schéma qui va s'appliquer dans tous les pays en Afrique. Donc quand les opérateurs nationaux, les utilities nationales sont pas en capacité de faire leur job et de délivrer l'électricité aux populations, souvent les cadres réglementaires ont permis la libéralisation du marché et l'introduction du secteur privé en délégation de services publics. Donc c'est exactement là-dedans que ça s'inscrit. Je passe du coup à la slide suivante sur un de nos deuxièmes métiers qui est en lien avec ça, c'est les applications de l'énergie. Donc j'en parlais tout à l'heure et c'est vraiment la mise en œuvre de notre vision écosystémique qui va du coup un peu plus loin que le développement et la construction de ces infrastructures énergétiques pour la production d'électricité. On va faire le pas supplémentaire d'accompagner les bénéficiaires sur certains axes principaux. Et c'est la slide suivante, qui sont notamment le développement de l'agriculture, qui est permis notamment par de la modernisation, de la mécanisation, l'augmentation des rendements agricoles et des productions. Et tout ça passe notamment par l'utilisation de l'électricité à travers des machines électriques sur plusieurs activités différentes, hein, transformation agricole, ça peut intégrer aussi l'irrigation ou la conservation à froid. Un deuxième axe qui est intéressant aussi, c'est celui de la cuisson. Donc, étant donné qu'on est un spécialiste dans l'électricité, on intervient sur la cuisson électrique. Et donc, il y a aussi pour objectif d'améliorer les conditions de vie et d'augmenter le niveau d'impact environnemental et sociétal des zones desservies. Et puis, l'accompagnement, c'est un peu la troisième photo, c'est l'accompagnement de tout un tas d'entrepreneurs sur des secteurs d'activité différents. Donc, souvent, c'est l'accompagnement, en fait, du secteur informel dans des zones isolées et rurales qui, du coup, grâce à l'électricité, peuvent développer leur activité et ambitionner d'améliorer leur niveau de revenu. On passe à la slide suivante. Donc maintenant, en sortant du cadre de délégation de service public, on bifurque, on part sur une autre trajectoire, mais qui est tout à fait complémentaire. Et c'est notre deuxième métier, c'est celui de fournir des solutions toujours dans l'énergie solaire, mais pour le secteur privé non étatique. Donc c'est ce qu'on appelle le CNI, donc commercial et industriel. Et là, on va être sur des propositions techniques et financières également, parfois pour de l'accès à l'énergie, mais surtout pour de la transition énergétique. Donc essayer d'accompagner les usagers
Donc, une industrie, par exemple, en l'occurrence, sur cette photo, c'était une mine. Une mine qui, plutôt que de s'appuyer sur des groupes électrogènes qui sont polluants et qui ont un coût très élevé, a souhaité introduire du solaire pour avoir un mix énergétique plus intéressant et réaliser aussi des économies sur ses factures d'électricité. Une autre, dans la slide suivante, c'est juste pour montrer d'autres exemples de secteurs d'activité dans lesquels on peut proposer ces solutions. Donc, ça peut être pour des entreprises de services, ça peut être pour des entreprises textiles, de l'immobilier, de l'hôtellerie. Il n'y a pas de distinction de discrimination. Ce qui est intéressant peut-être là à noter aussi, c'est que ça peut s'appliquer à la fois dans des contextes isolés et ruraux comme dans des contextes urbains ou périurbains. Et enfin, la dernière slide, c'est notre troisième métier, c'est que toute l'expertise technique qu'on a développée, on la met aussi au service de tiers, publics, privés, institutionnels, à travers du conseil et de l'assistance technique. Donc, on accompagne aussi, et je vais faire le lien avec les obstacles auxquels on est confronté. On accompagne des organismes, que ce soit dans le développement et l'implémentation de projets, mais aussi, par exemple, dans l'amélioration des cadres réglementaires, la révision des lois ou des codes portant sur l'électricité. Ça peut être aussi des études de marché pour comprendre comment améliorer les mix énergétiques ou introduire des nouvelles technologies sur des marchés naissants. Voilà, donc je m'arrête là pour la présentation d'Anka. Et sur le sujet du financement, rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites sur les obstacles rencontrés, je trouve que la présentation de Djadje Davento qui vient juste d'être faite avant moi, en fait, recense très bien les obstacles observés sur le marché africain, que ce soit le cadre réglementaire, la solvabilité des off-takers publics, le manque d'implication de certains organismes, et notamment les organismes bancaires. C'est un vrai sujet. Le risque au change, comment couvrir ces risques, comment améliorer le financement en devise locale également. Et puis, toute l'attractivité qu'on pourrait créer ou qu'on pourrait renforcer bien plus que ce qui est fait aujourd'hui pour attirer davantage de capitaux. Mon retour d'expérience, et notamment dans les projets d'électrification, on repose sur une combinaison de plusieurs outils financiers. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête. On a parlé de subventions plus tôt. On a parlé de capitaux, on parle de dette également, et en fait, on vient combiner tous ces outils entre eux dans ce qu'on appelle de la finance mixte, ou blended finance en anglais. Et c'est à la fois tout le pouvoir du secteur de l'énergie, c'est de pouvoir reposer sur cette combinaison de produits financiers, mais c'est aussi ce qui en fait sa complexité. Et donc, on a autant besoin de pouvoir mobiliser des bailleurs et la communauté internationale et les gouvernements locaux pour la mise en place de financements non remboursables, donc de la subvention, qui a comme objectif de pouvoir réduire les profils de risque. Hein. Il ne faut pas oublier quand même que le secteur de l'énergie, depuis sa création, et le secteur de l'électricité particulièrement, a été subventionné. On est sur un service public et les énergies renouvelables ont toujours eu besoin d'être soutenues de la même manière que les énergies thermiques l'ont été par le passé. Ce qui est dommage de voir aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de marchés africains, on observe un manque d'incitation fiscale pour les énergies renouvelables. Il y a encore trop de soutien aux énergies thermiques et donc ça crée un blocage aussi réglementaire et fiscal pour l'introduction des énergies renouvelables. Sur le plan de la dette, ça a été mentionné également par Djadje, c'est le manque d'implication et d'offres de produits financiers adaptés pour soutenir le développement des énergies renouvelables, et notamment en devise locale. Il y a un vrai problème de balance sur les devises, entre les devises locales et les devises fortes, qui créent des déséquilibres et qui mettent en péril les projets qui se développent localement. Et enfin, sur le troisième composant, qui est celui des capitaux propres, hein, de l'equity, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a globalement une trop faible implication des acteurs privés, hein, et des investisseurs privés, que ce soit les DFI, donc les fonds de développement, les fonds internationaux de développement, ou que ce soit des investisseurs privés. Il y a aujourd'hui une trop grande frilosité, une trop grande aversion au risque, et je pense
un problème de considération sur le profil de risque des projets d'énergie renouvelable. Donc, on manque aujourd'hui beaucoup d'investissements privés à travers des capitaux propres qui sont pourtant le premier levier de développement des projets pour les passer à l'échelle et atteindre les objectifs de l'ODD 7. Je vais m'arrêter là et je pense qu'on va pouvoir engager la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Camille, pour cette présentation qui rajoute aussi à la richesse de cette discussion qu'on est en train d'avoir. Avant de passer à la partie questions-réponses, parce que je vois qu'il y a des mains levées, il y a aussi des questions dans le chat que mon collègue Mélène est en train de recenser. On va passer la parole à Habib Tidi de Afrive qui a pu nous rejoindre pour une revue de presse qui va durer vraiment pile 5 minutes parce qu'on est déjà en retard. Donc, Habib, à vous la parole et je partage aussi vos slides dans un instant. D'accord. Bonjour à tous. Sans plus tarder, j'espère que tout le monde m'entend bien. Sans plus tarder, je vais initier la revue de presse pour Afrif Magazine, en attendant que les slides soient mis sur écran. D'accord, super. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 articles récents tirés d'Afrive qui mettent en lumière des développements significatifs dans le domaine de la finance verte en Afrique. Le premier article, donc, que nous avons intitulé L'Afrique, premier article, que nous avons intitulé L'Afrique, leader mondial des financements pour les mini-réseaux électriques, qui justement rejoint ce qui était dit tout à l'heure, nous a permis de découvrir donc que l'Afrique est devenue le leader mondial pour le financement des mini-réseaux électriques, captant donc ainsi, vous le constatez, 87% des investissements globaux, soit plus de 3,1 milliards de dollars. C'est une information qui nous provient d'un rapport, pardonnez mon anglais, de Sustainable Energy for All, voilà, qui souligne l'importance des mini-réseaux pour électrifier des zones rurales négligées. La baisse des coûts des énergies renouvelables et des politiques favorables ont déterminé justement cette dynamique, en particulier en Afrique de l'Ouest. Ensuite, il y a l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et tout le continent. Ces efforts dont restent significatifs, en tout cas, s'inscrivent dans une stratégie à long terme pour une transition énergétique complète. Et donc, alors que nous voyons des progrès dans l'électrification, le deuxième article, quant à lui, il va mettre en lumière un développement institutionnel un peu plus clé. Il est titré Nigeria, nouveau siège de la Banque africaine de l'énergie. Le Nigeria qui a donc été choisi pour abriter le nouveau siège de la Banque africaine de l'énergie. Contrairement aux investissements qui se font généralement dans l'environnement, dans le vert, dans l'écologie, la AEB, comme on l'abrège généralement, a été créée justement pour financer des projets pétroliers et gazeux tout en faisant le juste milieu entre les énergies vertes et justement cette énergie-là. Ils se sont rendus compte, en tout cas selon le ministre nigérien des Ressources pétrolières, Heineken Lokpobiri, il dit que ce choix souligne le leadership du Nigeria dans le secteur énergétique. Bien que cette banque puisse structurer des investissements, il est crucial qu'elle ne favorise pas une dépendance accrue aux énergies fossiles. Le gouvernement nigérien, donc, a engagé un capital de 100 millions de dollars, qui est l'un des plus majeurs, justement, du continent. Mais il est impératif que ces ressources soient également dirigées vers des projets d'énergie renouvelable afin de soutenir une transition énergétique durable. Cependant, malgré des avancées un peu plus verts, un peu plus fossiles, le troisième article, quant à lui, nous alerte sur des questions préoccupantes concernant le financement des énergies fossiles. Nous l'avons donc intitulé Des fonds d'investissement se cacheraient derrière le vert pour financer des énergies renouvelables. Ce troisième article, donc, et le dernier notamment, met en lumière une enquête révélant que des fonds annoncés lors de la COP28 censés financer des solutions climatiques sont détournés vers des projets d'énergie fossile.
Une enquête menée par Climate Home News a relevé que plusieurs milliards de dollars investis dans ces infrastructures telles que des gazoducs et bien d'autres sont justement financés au lieu d'être consacrés à des projets verts. Cela soulève des inquiétudes quant à la transparence des financements et à la sincérité des engagements climatiques. Les défenseurs de l'environnement, donc comme l'ONG, Andreas Cyber ou même 350.org, appelle à un examen rigoureux de ces fonds afin de garantir qu'ils servent véritablement à des projets durables et contribuent à la lutte contre le climat, contre le changement climatique, autant pour moi. Euh, alors, en définitive, ces articles donc soulignent des avancées prometteuses, hein, ainsi que les défis critiques dans le domaine de la finance verte en Afrique. Alors donc, nous progressons vers un avenir énergétique durable. Il est essentiel que chaque acteur, qu'il soit gouvernemental, financier et même citoyen, reste vigilant et engagé pour garantir que nos ressources soient utilisées de manière éthique et efficace. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Habib, pour cette revue de presse très très concise, mais qui nous donne une idée aussi de comment le paysage bouge. Maintenant, je donne la parole sans tarder du tout à Mélène qui va modérer la session de questions-réponses. Mélène, à toi. Merci, Tania. Bonjour à tous. Étant donné que nous n'avons plus assez de temps, je vais déjà donner la parole aux personnes qui ont levé la main. Ensuite, on reviendra dans le chat pour prendre aussi une question. Alors, il y a Monsieur Mohamed qui a levé la main en premier. Je l'ai vu depuis bientôt 30 minutes, donc vous avez la parole. Monsieur Mohamed Tamra, est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Non, nous avons du mal à vous entendre, monsieur. Alors, peut-être que en attendant, on peut passer à Toanou Abalo, le temps que Allô? monsieur... Allô? Oui, Ah, là, c'est bon, oui, on vous entend, vous pouvez aller. Ça va, vous m'entendez maintenant? Oui, ça va. Je serai bref. Bonjour à tout le monde. Je vais parler brièvement des efforts faits au Maroc à propos des énergies renouvelables. En fait, au Maroc, il y a des grandes surfaces dédiées à l'énergie solaire, mais le problème, c'est que ces investissements se font dans des milieux où il y a une pénurie d'eau. Et comme vous savez, l'utilisation de l'énergie renouvelable solaire utilise beaucoup d'eau. Donc là, on aura un peu une contradiction, ce qui va primer un petit peu, ce que freiner l'utilisation, bien l'implication des populations. Voilà. D'autre part, sans diminuer les efforts internationaux qui se font pour aider l'Afrique, mais quand même les pays africains sont les moins polluants. Comment voulez-vous qu'on va payer la dette qu'on n'a pas, qu'on n'a pas entamée, disons, au niveau de la pollution? Merci. Merci, Je vous merci à remercie. vous. Merci à vous. Je pense que le premier axe de votre intervention enfin, met en lumière la nécessité d'avoir des technologies adaptées à chaque contexte local, puisque selon ce que vous dites, les énergies, enfin, ce qui a été déployé là consomme beaucoup d'eau, alors que dans le contexte local, la question de l'accès à l'eau est aussi primordiale. Donc ça se comprend. Merci en tout cas pour cette intervention-là. Je vais donner la parole à Monsieur Abdoulaye Silla pour qu'il puisse poser sa question et être assez bref parce que nous avons d'autres questions aussi en attente. Merci. Merci, merci beaucoup. Si vous me recevez bien. Nous vous OK. recevons très bien. Donc, juste donner un peu la ville de Dakar a vraiment engagé, s'est vraiment engagé à intégrer les énergies renouvelables. Aujourd'hui, dans le budget propre de la ville de Dakar, la ville est en train de faire sur 23 bâtiments installés sur le 23 bâtiments municipaux. On a aussi également reçu l'aide de ICLEI, donc de la COMESESA pour faire le bâtiment communal. Bon, ma question s'adresse à M.
Florian, je pense, Florian Gallois. Donc, pour les biodigesteur, comment au niveau de Expertise France, la ville de Dakar pourrait bénéficier d'un accompagnement afin donc de diversifier les sources d'énergie renouvelable. À côté du solaire, comment faire pour avoir donc faire partie de cette initiative-là, à l'image de Kisumo. Je vous remercie. Merci Abdoulaye. Monsieur Florent, est-ce que vous avez entendu la question? C'est de savoir comment la ville de Dakar peut, enfin, quelle procédure suivre pour avoir accès aux services ou à l'accompagnement de Expertise France, notamment dans les projets solaires. Voilà. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Aboulaye, et merci pour l'intérêt. C'est effectivement la même initiative hein, qui a été mise en œuvre au Sénégal par nos collègues espagnols de la ESID, et notamment avec Dakar. Euh, bah, une nouvelle phase hein, de la Convention des maires et de l'appui de l'Union européenne à la Convention des maires va démarrer en 2025 avec des nouvelles collectivités qui seront ciblées et des nouveaux projets qui pourraient être accompagnés. Euh, voilà, alors euh, le plus simple pour Dakar, et pour être précis, serait de discuter avec l'AECID et qu'ensuite nous, on en parle avec l'AECID et qu'on voit comment est-ce que on propose un accompagnement conjoint avec nos collègues espagnols. D'accord, merci. Dans le chat, il y a une question de Madame Monica Obendus qui est revenue sur le coût des énergies renouvelables, le coût relativement élevé qui a été mentionné par certains intervenants. Donc, la question c'est de savoir, au regard de ce coût relativement élevé, est-ce que vous pensez que l'Afrique peut atteindre à moyen terme la transition énergétique, donc l'objectif de transition énergétique qu'elle s'est fixé? Donc, c'est une question ouverte à tous les intervenants. Voilà. Peut-être est-ce que Diadi se sent inspiré de prendre la parole? Oui, je peux répondre rapidement, mais je dirais pas dans la situation actuelle. Voilà, donc parce que je pense que pour tout ce qui concerne la transition énergétique en Afrique, ben, elle se fera avec le secteur privé. Et aujourd'hui, dans le schéma actuel, le secteur privé ne trouve pas du tout sa place voilà, dans le schéma tel qu'il est dessiné aujourd'hui. Donc voilà, pour plusieurs raisons dont j'ai mentionné tout à l'heure. Donc voilà, mais ça, voilà, il y a des leviers qu'il faut activer pour accélérer et je pense que les pays africains en sont conscients. Donc au niveau de tout ce qui est les banques de développement, donc il faut que les banques de développement changent un peu de politique parce qu'il y a, voilà, donc il y a vraiment le mot banque est énorme et le mot développement est tout petit, quoi. Donc, il faut que ces banques de développement soient vraiment des banques de développement, quoi. D'accord, merci Diadi. Est-ce que notre intervenant souhaite prendre la parole par rapport à cette question? Sinon, on va clôturer parce qu'il ne nous reste plus, on a suffisamment pris du Je peux temps. intervenir? Je Oui, peux d'accord, intervenir, allez-y. Oui, il n'y Jean-Claude. a pas de souci, Voilà. rapidement. Oui, justement, pour répondre également, ça c'était ce que M. Diallo a dit, c'est très important. Alors, l'Afrique pourrait-elle, n'est-ce pas, atteindre une transition énergétique? Alors, je voudrais déjà vous rappeler que de toutes ces interventions, de tout ce qu'on a dit, il va falloir, c'est un ajout, hein, il va falloir savoir que il y a le problème, la question de la bonne gouvernance aussi, hein, qu'il faut considérer en Afrique, hein, dans le cadre de la transition énergétique. La bonne gouvernance est indispensable pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre ces objectifs. On a beau apporter de grands financements pour financer les énergies renouvelables, tant que la gouvernance n'est pas bonne, tant qu'il y a ce qu'on appelle le laxisme dans la gouvernance, dans l'utilisation des fonds, tant qu'il y aura une déconnexion, c'est-à-dire une décorrélation entre les pouvoirs, le gouvernement central et les collectivités territoriales de santé, tant qu'il n'y aura pas une vraie loi sur la décentralisation qui puisse permettre aux collectivités locales décentralisées de pouvoir, n'est-ce pas, mettre en place leurs actions et trouver des financements pour exécuter et réaliser leurs projets, ça serait compliqué. Donc, la transition énergétique commencera dans les territoires. C'est très important.
La transition énergétique commence par les territoires, c'est dans les CTD, collectivités décentralisées, avant d'arriver au niveau du pays, sur le pays. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour ce complément d'information-là. Alors, Tania, je vais te laisser la parole, mais avant, je vais préciser que Inès, ma collègue Inès, remettra dans le chat l'adresse mail de Climate Change pour que vous puissiez envoyer des questions, pour que nous puissions poursuivre les débats. J'ai vu des interventions de Kim et de Monsieur Lavio qui ont une excellente idée de partenariat à travers avec les différentes organisations pour porter un peu plus haut ce plaidoyer-là. Donc, nous avons des événements à venir sur lesquels, enfin, et sur la question des énergies renouvelables et nous serons heureux de travailler avec vous. Donc, et Inès mettra le mail. N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour que nous poursuivons les échanges. Merci. Merci, Mélène. Merci Merci à encore vous. à vous tous de votre présence et merci encore une fois à nos intervenants de la journée pour votre très active participation dans la discussion. Donc, juste un petit mot avant de finir, que ce sera le dernier du cycle des IMAC 2024. On va vous donner rendez-vous en virtuel l'année prochaine, sans doute, pour le prochain cycle des IMAC. Mais en attendant, il y a tout un calendrier d'événements en présentiel qui va se succéder cette fin d'année et on y sera. Donc, si vous allez y être, n'hésitez pas à nous contacter et on peut se retrouver sur place pour continuer ces échanges très riches. Donc, notamment, on sera à la COP Biodiversité à Cali en Colombie en fin du mois d'octobre. Nous serons également présentes au Forum urbain mondial au Caire au mois de novembre pour continuer le plaidoyer autour de la feuille de route de Yaoundé sur l'habitat durable en Afrique. Et troisième gros événement de l'année sera la COP29 à Bakou, où nous serons également. Entre-temps, n'hésitez pas à rester en contact en nous écrivant à association@climate-chance.org pour toutes vos questions, même les questions aujourd'hui que vous n'avez pas pu poser. Vous aurez la version PDF, les replays, les slides la semaine prochaine, dans les jours à venir. Euh, et n'hésitez pas à nous contacter par écrit. Encore une fois, grand merci et à bientôt.